Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder le thème VANEF. C'est les thèmes du discours direct et du discours indirect. Il est aussi présent dans les examens pour les profs de l'École officielle des langues en Espagne comme le thème NEF. Donc, je vais partager mon écran comme toujours. Donc, voilà, thème VANEF. Discours direct, discours indirect. Donc, ce sont les deux variantes, les deux perspectives, si vous voulez, des deux discours rapportés. Donc, en tant que sommaire, on a d'abord, comme toujours, une justification pourquoi est-ce qu'on doit inclure ce thème dans un examen pour les profs de l'enseignement secondaire ou de l'école des langues, et une introduction sur les discours rapportés. Puis, on va aborder aussi les caractéristiques du discours rapporté, les discours directs, indirects et quelques verbes introductoires. On verra bien quel verbe et pourquoi. Et les passages d'un type de discours rapporté à un autre, du discours direct au discours indirect et du discours indirect au discours direct. Et nous inclurons et nous irons plus en détail dans ce deuxième point. Et puis finalement, le discours indirect libre, le DIL, qui est aussi un peu spécial, et finalement donc une conclusion. Un thème assez facile avec trois grands points. Donc, tout d'abord, la justification, c'est que l'on doit inclure ces thèmes puisqu'ils abordent les composantes linguistiques et pragmatico-discursives qui ont donc une composante clé de la compétence de communication, objectif posé par les CSRL et par les textes normatifs en vigueur. Donc, dans l'introduction, on doit parler de la pluralité des voix, d'accord? Donc, quand on a des différents énonciateurs dans un discours, quand on rapporte le déjà dit ou le à dire, d'accord? Ce qui a été dit par quelqu'un d'autre ou par moi dans une autre situation d'énonciation. Donc, on a une pluralité des voix et c'est pourquoi la communication, elle est parfois un peu plus complexe que l'on ne pense. Et donc, la différence entre les discours citants, d'accord? Donc, les discours citants et les discours cités, ce sont des différentes voix normalement, bien que dans les discours indirects, les deux types de discours sont rapportés à un même énonciateur, alors que dans les discours directs, les discours citants et les discours cités diffèrent normalement de l'énonciateur, ou au moins de la situation de communication où l'énonciateur prononce son discours cité. Les rôles de l'énonciateur, donc, dans les trois types de discours rapportés, on devrait aussi parler ici du discours indirect libre, d'accord? Je vais vous donner donc la définition directe. Quand je parle de discours indirect libre, c'est surtout utilisé dans la langue écrite et plus particulièrement dans la narration littéraire. Et les discours indirect libres, les DIL, associent dans les proportions variables les propriétés du discours direct et du discours indirect. Donc, c'est une combinaison des deux à l'intérieur d'un type d'énonciation originale, c'est-à-dire que les phrases reproduisant les paroles ou les pensées ne sont pas dans leur dépendance grammaticale d'un verbe principal, comme c'est le cas du discours indirect. Dans la mesure où les DIL, les discours indirect libres, ne fonctionnent qu'en exploitant les structures mises en place par les discours directs et les discours indirects, ce sont ces deux derniers, donc D2 et DI, qu'il convient de considérer en premier lieu. D'accord? Donc, vu que les discours indirects libres, c'est une combinaison des autres deux, il faut d'abord aborder les autres deux, les discours directs et les discours indirects. Contrairement à une idée répandue, confortée par les traditions exercices de passage du discours direct au discours indirect, le discours indirect n'est pas le résultat d'une transformation mécanique d'énoncé au discours direct. Il s'agit donc de deux modes de citation indépendants qui correspondent à deux perspectives complémentaires. D'accord? Donc, nous allons oublier cette idée du passage mécanique et on va voir comment est-ce que alors on va passer de l'un à l'autre, mais tout ça dans les points 2. Tout d'abord, les caractéristiques du discours rapporté. D'abord, les discours directs. Comment on pourrait identifier les discours directs? D'abord, par des traits, on va dire, orthotypographiques, comme c'est le cas de
guillemets, des tirets, des alinéas, des incises, d'accord? Donc, des incises qui peuvent être d'abord, d'accord? Donc, en avant, au milieu de phrase et comme en incise, si vous voulez. Et donc, à la fin de l'énonciation. Et puis, on pourrait avoir des verbes de communication ou pas, du type Jean a dit, c'est dit, d'accord? C'est a dit de dire que je t'aime. Donc, là, on a un verbe de communication. Par contre, on pourrait avoir aussi Jean entra. Qui êtes-vous? D'accord? Donc, c'est entra, c'est Jean entra. Ce n'est pas un verbe de communication. C'est un verbe, on va dire, des mouvements. Alors, puis, le discours direct a un rôle objectif. D'accord? C'est donc un discours qui s'éloigne des paroles du discours cité pour garder de la fidélité. Donc, l'objectif principal, le but du discours direct, c'est la fidélité des paroles qui sont citées. Et on a des deictiques opaques, donc on a besoin de les expliciter. Si Jean a dit, il fait froid ici, on ne sait pas qu'est-ce que c'est ici. Il fait froid à Grenade, il fait froid à Paris, je ne sais pas. Donc, c'est ici doit être explicité pour pouvoir être compréhensible, surtout quand la situation d'énonciation ne l'explicite pas. Par contre, si vous savez que Jean habite avec moi et que vous savez où est-ce que j'habite et où est-ce que je suis avec Jean, et que j'étais avec Jean hier ici, donc on va dire à Paris, pourquoi pas, vous sauriez alors. Mais donc, si la situation de communication ne nous donne pas assez d'informations, il faudrait l'expliciter. Et puis, quand on a des marques à l'oral, on ne peut pas avoir des tirets ou des guillemets. Donc, on aura l'intonation, une différence, un changement de débit, si vous voulez, donc dans le ton, dans la voix, dans les sons de voix, d'accord? Donc, là, c'est donc une marque orale de discours direct. Par contre, je voudrais remarquer, quand je dis fidélité, je ne vais pas vraiment dire objectivité, parce que même si on essaye de reproduire tel quel les mots, les paroles dites par quelqu'un d'autre ou par moi-même dans une autre situation de communication, rien que par la sélection, les choix des mots que je reproduis dans mon discours citant, d'accord, du discours cité, rien que ça, déjà, a un rôle, on va dire, idéologique, d'accord? Et je vais donner donc mon avis. On connaît tous les cas des journaux qui reprennent les mots d'un homme politique et que ça dépend si on parle de, je sais pas, du Canard enchaîné ou du Parisien, on va bien voir que même quand on reproduit les paroles d'un même discours, d'un même homme politique, à un même moment, on va voir comment l'un le fait en tant que d'une façon péjorative, si vous voulez, ou dégradante, alors que l'autre, d'une façon on va dire, positive. D'accord? Donc, la sélection et les choix des mots que l'on rapporte déjà donnent un avis. Parfait. Donc, suivant, c'est les discours indirects. Tout d'abord, on n'a pas on va dire, des traits orthotypographiques tels quels, mais on va avoir une subordonnée relative des compléments objets directs. Donc ici, c'est la syntaxe, ce n'est pas l'orthotypographie qui va révéler l'appartenance donc au discours indirect d'un acte d'énonciation. D'abord, on a un seul acte d'énonciation, donc il est moins fidèle, mais plus flexible. Alors, si Jean a dit « Ah, j'en ai marre de cette vie-là, je vais mourir », je pourrais dire « Jean a dit qu'il était triste ». D'accord? Donc il en avait marre, donc il n'en pouvait plus. Donc, c'est plus flexible. Je dis ce qu'il a dit, même si je change partiel ou totalement les mots qu'il a dit. Donc, ce serait donc un cas de contraction, mais on pourrait aussi avoir des extensions. Donc,
les rapporteurs ici, ils y incluent son avis dans la plupart des cas, parce que, comme on va voir dans les verbes introductoires, les verbes de communication, euh, sauf les verbes dire, tous les verbes ont on va dire, un rôle, d'accord? Ils ont des nuances, d'accord? Et ils sont des traits significatifs. Donc, c'est les cas, par exemple, des verbes que l'on utilise toujours au discours indirect, même si, bon, je vais faire un carré ici. Il y a des verbes que l'on utilise seulement au discours direct et des verbes que l'on utilise seulement au discours indirect, même si la plupart d'entre eux peuvent être utilisés dans les deux types de discours rapportés. Mais pour vous donner un exemple, des verbes qui ne sont utilisables qu'au discours direct, c'est par exemple soupirer. Par exemple, enfin, soupira Élie. On ne pourrait pas dire Élie soupira que. Non. Et par contre, au discours indirect, on pourrait utiliser les verbes informer. Il l'a informé que Sylvie était là. Mais on ne pourrait pas dire il l'a informé. Sylvie est là. C'est un peu, on va dire, chelou, bizarre. Ça ne rentre pas bien, on va dire, idiomatiquement. Donc, pour les verbes qui ont des nuances significatives, on va d'abord aborder les verbes des vérités ou des faussetés, comme c'est le cas, par exemple, de prétendre. D'accord? Donc, prétendre, déjà, il présuppose de la fausseté. Ou si je dis, par contre, révéler, d'accord? Révéler, c'est donc une vérité. Il a révélé qu'il était en fait une femme. Donc, il a révélé, donc maintenant, ce qu'on va dire, c'est que c'est vraiment vrai. Par contre, on a aussi de la chronologie discursive, des verbes qui relèvent de la chronologie discursive, comme c'est le cas de répondre, répéter, conclure, d'accord? Ou certains verbes qui explicitent la force locutoire, comme supplier, promettre, les verbes des typologies textuelles, comme raconter, expliquer, argumenter, décrire, des verbes de la réalisation phonique, donc trier, chuchoter, d'accord? Et puis les verbes neutres, si vous voulez, c'est les verbes dire. Donc, quand on utilise les verbes dire et que l'on veut encore donner son avis, euh, on le fera par les choix des mots rapportés ou par l'impression que l'on donne ou par des traits du paralangage, d'accord, ou du langage non verbal, donc avec la proxémique et la kinésique. Par contre, j'ai fait une grimace, même si j'utilise les verbes dire. Vous pouvez donc imaginer ce que je pense des paroles que je rapporte. Alors, dans un passage d'un type de discours rapporté à un autre, ce n'est pas toujours possible, d'accord? Donc, il faut dire d'abord ça, ce n'est pas toujours possible. Il y a des cas où c'est totalement impossible de rapporter un discours direct, du style indirect ou à l'inverse. C'est le cas, par exemple, des énoncés sans verbe. Je dis imbécile. Il a dit qu'il est imbécile. Il a dit quoi? Il lui a créé imbécile. C'est compliqué de passer ça en discours indirect. Ou c'est le cas aussi, par exemple, de la langue étrangère. Je dis soy professeur. C'est compliqué de dire il a dit qu'il est professeur, qu'il est professeur. C'est compliqué. Donc, on ne peut pas le faire. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est impossible, quoi. Donc, le discours indirect au discours direct, c'est totalement artificiel. Personne ne fait ça. Sauf que nous, par contre, les profs, parfois, on demande dans les activités, dans les manuels et dans les méthodes, on demande aux étudiants de le faire, mais c'est totalement artificiel, donc je ne vous conseille pas. Et puis, le discours direct au discours indirect, c'est les plus répétés, si vous voulez, les plus rencontrés dans les activités des méthodes. On a d'abord des modifications des types d'énoncés. Par contre, par exemple, si j'ai une phrase énonciative, Jean a dit je t'aime, et Jean a dit que. On utilisera l'embrayeur que. Par contre, si j'ai une phrase interrogative, qu'elle soit partielle ou totale, il sera donc avec des embrayeurs différents. Donc, on utilisera par exemple ce que au lieu de qu'est-ce que, ou ce qui au lieu de qu'est-ce qui, ou encore, on gardera
les pronoms interrogatifs comme quel. Par exemple, dans la phrase au discours indirect, au discours direct, quel est ton nom? Il a demandé quel est ton nom. Donc, ça reste pareil. C'est une interrogative partielle. Par contre, si c'est une totale, c'est de réponse oui ou non, même si. Si je dis par exemple, est-ce que tu as appelé Jean? Il a demandé si tu as appelé Jean, donc on aura si, d'accord? Puis finalement, pas finalement, pardon, pour les exclamatifs, on aura combien. Donc, qu'est-ce que tu es beau? Il a dit combien tu es beau, d'accord? Ou des injonctifs. Euh, fais la vaisselle. Il a dit de faire la vaisselle. Il t'a dit de faire la vaisselle. Elle t'a dit que tu fasses la vaisselle, si vous voulez. Donc, on gardera que ou de plus infinitif pour les injonctifs. Et puis, dans les personnes grammaticales, on a encore 7 cas différents, d'accord? Donc, je vais juste donner quelques phrases. Par exemple, je te dis je t'aime, on a des concordances des je et des tu dans les deux mêmes situations d'énonciation, de discours cité et de discours citant. Donc, je t'ai dit que je t'aime. Tu m'as dit je t'aime, tu m'as dit que tu m'aimes. Jean a dit à Marie je t'aime. Jean a dit à Marie qu'il l'aime. J'ai dit à Marie je t'aime. Je dis à Marie que je l'aime. Jean m'a dit je t'aime. Jean m'a dit qu'il m'aime. Ou Jean t'a dit je t'aime, il t'a dit qu'il t'aime. Ou encore, tu as dit à Marie je t'aime, tu as dit à Marie que tu l'aimes. Donc, on a plusieurs cas, on a 7 cas même, d'accord? Donc, des correspondances ou pas des personnes grammaticales. Et c'est là, nécessairement pour les personnes grammaticales du sujet, mais aussi pour les déterminants, d'accord? Pour les possessifs, pour tout cela, pour dossier, donc mon, ma, etc., l'air, ça, etc. Et aussi pour les pronoms comment dirais-je, tonique et atone, d'accord? Bien. Cela dit, on va voir les dectiques spatio-temporels. Ici, j'ai une petite liste. On pourrait dire donc maintenant, c'est là. Pardon, alors. Ici, c'est là. Hier, c'est la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Demain, le lendemain. Après-demain, les surlendemains. Passé ou dernier serait donc au discours indirect précédent. Et prochain deviendrait suivant. OK, donc il m'a dit il y a 15 jours, je partirai demain. Il m'a dit qu'il partirait le lendemain. Il m'a dit, je travaille ici. Il m'a dit qu'il travaillait là. D'accord? Donc, c'est parce que quand on change au discours indirect, les verbes et tous les éléments de la phrase sont en dépendance directe du point de vue du narrateur, de l'énonciateur du discours citant. Dans les cas de verbes, d'accord, de la concordance des temps des verbes, on va dire que quand on a un présent indicatif, ça deviendrait un parfait. Quand on a un passé composé, on aurait un plus que parfait. Quand on a un futur, ça deviendrait conditionnel. Et quand on a un futur antérieur, ça deviendrait conditionnel passé. Même au subjonctif, quand on a un présent du subjonctif, comme par exemple, il déclara « J'irai avant que tu partes ». Il déclarera qu'il irait avant qu'il partît. Donc, un parfait du subjonctif pour le discours indirect. Et pareil pour les passés composés du subjonctif, il déclara j'irai avant que tu sois parti. Il déclara qu'il irait avant qu'il fût parti. Donc, un plus que parfait du subjonctif. Donc, pareil au mode indicatif qu'au subjonctif, c'est la même chose. Par contre, on a quelques remarques comme quand le verbe du discours cité est encore vrai au moment du discours citant. Par exemple, nous disions que vous êtes l'orateur le plus éminent de l'université. Vous l'êtes encore aujourd'hui, même si nous le disions hier. Ou lorsque les paroles sont mises à l'infinitif. Il déclara « je suis malade ». Il déclara « être malade ». Ou encore, quand on a, par exemple, dans la langue orale, parfois on saute ou on oublie en fait ces changements-là et on parlera alors, il déclara « tu partiras demain », il déclara que tu partiras demain. Ou encore, quand on a les mots en apostrophe ou en vocatif, d'accord? Donc, par exemple, je dis « Jean, je suis fatigué ». J'ai dit à Jean « j'étais fatigué ». Donc, on a aussi une petite différence.
Et finalement, dans l'intonation, d'accord, lorsque les discours en direct liés perdent toute intonation du style direct. Il n'a que l'intonation de la phrase énonciative, donc ça serait aussi une petite chose à remarquer. Donc, l'intonation au discours direct n'est pas là, n'est pas présente au discours indirect. Bien, cela est dit, donc finalement, les deals, les discours indirects libres, c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas des remarques identificatives comme on les a pour les discours indirects, comme quand on a des verbes introductoires, voilà, et qu'on a une dépendance syntaxique du discours cité dans les discours citants, on sait que c'est un discours indirect, ou quand on a par exemple des guillemets, des tirets, etc., on voit vraiment que c'est du discours direct. Mais les deals, c'est donc une chose entre les deux. Et donc, parfois, on va avoir des deals qui tendent plus vers les discours directs, et parfois, on a des deals qui tendent plus vers les discours indirects. Donc, c'est assez difficile à voir quand est-ce que c'est l'un ou quand est-ce que c'est l'autre. D'ailleurs, le deal demande une attention spéciale du point de vue du récepteur, d'accord? Alors que dans le DD ou dans le 2I, on voit très bien les différences, les récepteurs interprètent assez facilement les discours, que ce soit direct ou indirect. Quand c'est indirect libre, il doit vraiment faire attention et, et bien porter ses oreilles à ce que l'interlocuteur lui dit. Il est utilisé comme glissement dans la description des pensées des personnages normalement, d'accord? Donc, ça a commencé avec Flaubert, avec les fables de La Fontaine aussi, je pense. C'était d'abord avec les fables de La Fontaine, et puis Flaubert et Zola, avec tous les naturalistes, ont bien utilisé les Gilles. Et puis là, c'est encore utilisé aujourd'hui, puisque surtout dans le naturalisme, ils voulaient donner des descriptions des pensées, voilà, et rentrer dans la vie des gens, mais sans perdre un point de vue esthétique. Alors, si on utiliserait des discours indirects tout le temps, on aurait des relatifs, des compléments objets directs tout le temps, et des que, et des répétitions qui ne sont pas ni spontanées, ni fluides. Donc, ce sont donc des unités transphrasiques que l'on va avoir au DIL. Je vais vous donner une petite paragraphe du discours indirect libre, d'accord? Donc, il connaît les transformations du discours indirect, sauf la perte de l'intonation du discours libre et toutes les modifications qui résultent de la subordination. D'accord? Donc, toutes les transformations du discours indirect, sauf perte d'intonation et les modifications de la subordination. Donc, tous ces changements de personne, tous ces changements de concordance des temps, d'éthique, ce n'est pas là dans les discours indirects, mais il doit rester IP. D'accord? Donc, il exclut les conjonctions de subordination, donc on n'a pas de que ou des si ou des prépositions avec un infinitif. Donc, par exemple, il s'interrogeait. Que répondre à son père? On a l'intonation et on n'a pas d'employeur de conjonction. Et dans l'interrogation, il garde les interrogatifs est-ce que et l'ordre des mots, par exemple. Il s'interrogeait. Quelle cravate allait-il mettre? Dans l'exclamation, il garde les exclamatifs et les mots-phrases et les phrases averbales. Il garde d'une façon générale la ponctuation du discours direct et pour les phrases injonctives, sauf les subjonctifs avec que est possible. D'accord? Par exemple, je lui ai envoyé un télégramme. Qu'il revienne tout de suite. Donc, je mets directement le télégramme que j'ai écrit, mais c'est pas vraiment avec des guillemets, on n'a pas de deux points, etc. Voilà donc pour le thème 29, on a donc finalement la conclusion qui est la communication entre les déjà dits et les à dire et la reprise des propos d'autrui et ou de moi-même dans une autre situation de communication. Et donc, on va parfois éviter de prendre en charge les poids de l'énonciation des mots que l'on a dit auparavant ou que quelqu'un a dit. Et donc, on va utiliser les discours rapportés. C'est donc une compétence que l'on a la plupart des temps en langue maternelle et qu'elle peut être transposée en langue étrangère. Voilà donc maintenant pour de vrai les thèmes 29, thème 9 de l'école officielle des langues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et vous me demanderez
quels sont les prochains thèmes que vous voulez que je mette sur ma chaîne. À la prochaine et bonne semaine. Au revoir.